Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce lundi 12 juin. Bain de sang en Ituri, au moins 40 personnes ont été tuées. La Codeco est pointée du doigt. La MONUSCO condamne un acte ignoble. L'armée congolaise dénonce un acte de sabotage qui vise à compromettre le processus de paix dans la province de l'Ituri. À la une également, le vice-premier ministre en charge de la Défense, appelle les groupes armés à faire taire les armes. Jean-Pierre Bemba séjourne à Goma dans le Nord Kivu. Et puis à l'international, premier producteur de produits pétroliers sur le continent africain, le Nigeria s'est engagé dans un plan de renforcement du secteur pétrolier. Bonsoir à tous. La milice coopérative pour le développement du Congo a tué 40 personnes à Djougou en Ituri, à l'est de la RDC. L'attaque sanglante a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les sources locales, les personnes tuées étaient parmi les déplacés internes. Et c'est le troisième mois consécutif que cette milice qui prétend protéger la communauté Lendu de notre groupe, les EMA, tue 40 personnes. Suivez. Comme au mois de mai et au mois d'avril, la Codeco a encore massacré 40 personnes dans les territoires de Djougou, en Ituri. Les bilans macabres augmentent dans la province de l'Ituri, en proie avec la violence de groupes armés. Selon les derniers rapports trimestriels de l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a estimé que 485 civils avaient été tués au premier trimestre de cette année. L'ONU a condamné la montée de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo, qui depuis décembre 2022 a enregistré plus de 700 civils tués, principalement par des milices. Suite à l'augmentation des crimes de masse en Ituri, la mission de maintien de la paix de l'ONU a promis de faire le nécessaire pour protéger le civil. Il y a 3 jours, le nouveau commandant de la MONUSCO, Otavio Rodrigues de Miranda, a visité les 34 bases où sont déployés le casque bleu pour se rendre compte de la situation sur le terrain. En Ituri, il a appelé la population à travailler ensemble pour vaincre le groupe armé. Nous ferons tout ce qui est nécessaire et nous utiliserons les ressources en notre possession, comme la brigade d'intervention de la force, pour protéger les civils aux côtés de FARDC, a-t-il promis. Sa promesse reçoit une réponse cinglante en forme de défi lancé par le groupe armé. Et c'était le commentaire de Rachel Misinga. Selon l'armée congolaise, le massacre de masse dans le camp des déplacés en Ituri est un acte de sabotage perpétré par ceux qui sont contre le processus de paix enclenché dans la province de l'Ituri. Je propose de suivre le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri. L'attaque sur le site de déplacés, orchestrée par les hommes armés, qui a coûté la vie de nos compatriotes, constitue un acte de sabotage au processus de paix, de sécurité et de la cohésion sociale voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, incarné et matérialisé en Ituri par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Cette attaque est l'œuvre bien réfléchie et consentie par le membre de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri et contre au protocole d'accord de paix signé à Aru par le leader des groupes armés œuvrant en Ituri, notamment MAPI, Codeco, FPIC et FRPI. En effet, les enquêtes sont en cours pour dénicher tous les auteurs de ces actes criminels, à tous les manipulateurs et membres de groupes armés, ceux qui sont contre le processus de paix en Ituri. Aucun crime de ce genre sur nos populations ne restera impuni, car la justice congolaise et la justice internationale documentent jour et nuit pour que ces auteurs puissent répondre à leurs actes. En ce qui concerne la situation actuelle dans le site de déplacés, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris des dispositions utiles pour venir à bout à tout le réfractaire de la paix. Et la situation vous sera communiquée dans quelques heures. Je dis et je vous remercie.
Et toujours à propos de ce massacre, la MONUSCO, qui parle de 45 personnes tuées, condamne avec la plus grande fermeté une attaque, je cite, ignoble. Je le disais en titre, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba est arrivé ce lundi à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. C'est sa première visite dans la partie est du pays depuis sa nomination à la tête de la vice-primature de défense. À son arrivée à l'aéroport de Goma, il a appelé les groupes armés opérant dans cette partie du pays à faire taire les armes. Blest Kuzola. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo est arrivé ce lundi 12 juin 2023 à Goma dans la province du Nord Kivu. Cette mission intervient 2 mois et 12 jours après sa nomination à la tête du ministère de la Défense nationale. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Après son accueil, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba s'est rendu au centre conjoint de coordination des opérations militaires entre les forces armées de la RDC et la mission d'observation des Nations Unies pour la stabilité au Congo, MONUSCO, pour une réunion stratégique. Jean-Pierre Bemba séjourne à Goma après que le gouvernement congolais ait obtenu une évaluation du mandat des forces régionales de l'Est Africa Community et ACMC. Et puis, vous le savez, 2500 nouveaux magistrats ont été ajoutés à la liste des magistrats déjà existants, ce après la lecture de l'ordonnance présidentielle. À cet effet, des réactions du monde du droit n'arrêtent pas de tomber. Le bâtonnier de Maindombe, Mputu Makozina, plaide pour l'affectation des magistrats dans toutes les provinces du pays qui, selon lui, sont en crise de ces hommes de droit, chose qui entraîne le dysfonctionnement de quelques parquets, cours et tribunaux. Mputu Mazokina est au micro de Patience Lokeke. Je suis content parce qu'il y a une carence de magistrats par rapport au nombre. Il a nommé des magistrats, je suis très fier, mais je demande alors aux autorités du Conseil supérieur de nous affecter des magistrats vraiment. Parce que souvent, Kinshasa, quand on parle de justice, on voit Kinshasa. C'est à Kinshasa où vous avez des juges qui n'ont même pas de bureau. Mais à l'intérieur, alors on n'en a même pas, mais ici ils sont à Kinshasa. Alors maintenant, est-ce qu'ils sauront réussir à affecter les magistrats dans les juridictions partout dans le pays? C'est une question qui se pose, mais c'est notre souhait que nous avons des magistrats partout dans le pays, surtout chez nous au Maïndo, mais dans toutes les provinces. Les autres confrères des bâtonniers aussi se plaignent. Il n'y a pas de magistrats. Il y a des cours d'appel qui sont inopérantes parce qu'il n'y a pas de magistrats. Les parquets généraux inopérants parce qu'il n'y a pas de magistrats. Alors là, que le président de la République qui nous entend comprenne que le pays, ce n'est pas seulement Kinshasa. La vraie raison est la pratique de vivre à la tête du justiciable. À l'intérieur, le justiciable n'a pas d'argent pour corrompre le magistrat. Mais le chef de Kinshasa a de l'argent. Et à Kinshasa, vous vendez une parcelle, 1 800 000, vous avez de l'argent, mais alors à l'intérieur, une parcelle, c'est 500 000 francs. Et vous gagnerez quoi? Donc le problème, c'est que nos magistrats ont acquis une mauvaise habitude, donc de vivre à la tête du justiciable. Ce 12 juin, le monde célèbre la journée consacrée à la lutte contre le travail des enfants. 160 millions de filles et garçons mineurs travaillent dans le monde, un chiffre qui est en hausse pour la première fois depuis 20 ans. Et cela représente au moins un enfant sur 10 dans le monde, selon les derniers rapports de l'Organisation internationale du travail. Et en RDC, la situation n'est guère reluisante. Maryse Boleli et Giscard Tamba.
Cette journée est pour éliminer le travail des enfants dans le monde entier et sensibiliser le pays à la protection des enfants de plus en plus exposés à l'exploitation. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, 160 millions d'enfants travaillent toujours malgré le progrès de l'élimination du travail chez les mineurs. Le continent africain est classé au premier rang parmi les régions avec 72 millions d'enfants, suivi de l'Asie et le Pacifique qui se classe en deuxième position avec 7% de tous les enfants et 62 millions en termes absolus travaillent dans cette région. En République démocratique du Congo, selon certains parents, les causes majeures de l'exploitation des enfants sont la pauvreté, le divorce de tuteurs ou les responsabilités de ces derniers. C'est à nous, parents, de prendre nos responsabilités pour éviter que les enfants se retrouvent dans les rues de Kinshasa faisant des travaux qui ne sont pas de leur âge. Ils doivent aller à l'école et être protégés. Et aussi, nous les hommes, à nous d'éviter d'avoir des enfants avec plusieurs femmes si nous ne sommes pas capables de subvenir à leurs besoins, car la non-maîtrise amène au divorce et les enfants se retrouvent à travailler dans les rues. Nous devons être deux modèles. C'est vraiment modèle. À l'occasion de la journée consacrée à la lutte contre le travail des enfants en RDC, ils sont plusieurs ceux qui saluent les avancées enregistrées pour la réduction du taux d'enfants travailleurs. C'est le cas de Thierry Kassongo, un encadreur de jeunes enfants basé à Kinshasa, qui s'exprime à ces sujets. Nous sommes très préoccupés par la situation de l'enfant travailleur. Aujourd'hui, exploité, utilisé et chosifié dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Ils sont privés d'éducation. Ils subissent des sévices physiques et mentaux. Il faut dire que dans notre pays, la République démocratique du Congo, des avancées significatives sont enregistrées depuis la promulgation de la loi portant protection de l'enfant. Avec l'instauration de la gratuité de l'éducation imprimée par le président de la République, depuis qu'il a la tête du pays, beaucoup de lignes ont bougé. Jadis, les enfants trouvés dans les mines ou les carrés miniers ont repris le chemin de l'école, ce qui est positif. Pour nous, la C4 Zone Afrique, évoluant dans les secteurs de la protection, promotion et défense des droits de l'enfant. En sport, les Léopards de la RDC continuent leur préparation à Douala au Cameroun en vue de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC qui affrontera le Gabon le 18 juin prochain affûte ses armes avec un effectif presque au complet pour cette confrontation qui se déroulera dans la ville de Franceville au Gabon. Les détails avec Blaise Kouzola. Les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur stage au Cameroun à Douala pour préparer la rencontre qui va les opposer aux Panthères du Gabon le dimanche 18 juin 2023 à Franceville dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. 26 fauves congolais au total ont pris part à la 2e séance d'entraînement déroulée ce dimanche 11 juin à Douala. Il s'agit entre autres de Lionel Mpassi, Esdras Kabamba, Siadi Badjo, Roki Bouchiri, Vital Simba, Mukoko Amale, Théo Bongonda, William Balikwisha, Aaron Chibola, Arnaud Lusamba, Jonathan Bolingi, Chadra Kakolo, Gaël Kakuta, Glody Lilepo, Samuel Mutusami, Aldo Kalulu, Inonga Mbaka, Meshak Elia, Chancel Mbemba, Yohan Wissa, Arthur Maswaku, Fiston Kalala, Jordan Ikoko, Omenu Kemfulu, Dylan Batubisika et Merveille Bopé. Le 8 derniers joueurs ont rejoint le groupe l'après-midi du dimanche et l'arrière gauche de Wydad Athletic Club de Casablanca, Zola Kiakou, va rejoindre la tanière dans les prochaines heures. Signalons par ailleurs que l'attaquant congolais Jonathan Bolingi s'est blessé ce lundi matin à l'entraînement de Léopard. Selon les dernières informations, Bolingi n'a pas pu terminer la séance d'entraînement de ce lundi. Il a dû quitter ses coéquipiers prématurément après 10 minutes d'entraînement, mais s'est entraîné quand même dans la soirée de ce lundi toujours. Le poulain de Sébastien Desabre vont affronter les crânes de l'Ouganda le mercredi 14 juin prochain au stade Japoma de Douala dans le cadre d'un match amical international. Il est à noter que les Léopards vont devoir s'imposer sur le sol gabonais afin de garder leur chance de qualification pour la prochaine fête du football africain. Un match nul va amoindrir les chances des Congolais et une défaite les mettra complètement hors course. Après 4 journées disputées, la RDC occupe la dernière place du groupe I avec 4 points derrière le Gabon, le Soudan et la Mauritanie qui comptent respectivement 8, 7 et 5 unités. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises.
Premier producteur du brut sur le continent africain, le Nigeria s'est engagé depuis plusieurs mois dans un plan de renforcement de son industrie pétrolière, contributrice essentielle de l'économie. Le président Bola Tinubu a annoncé le samedi dernier ses ambitions pour le secteur pétro-gazier. Le dirigeant nouvellement élu souhaite rehausser la production pétrolière pour atteindre un plateau de 4 millions de barils par jour de brut d'ici 2030. Jojo Moulamba. Le président Bola Tinubu ambitionne de doubler la production de brut d'ici 2030. Ces chiffres représenteraient plus du double du quota de 1,8 million de barils par jour fixé par l'OPEP, alors que la production pétrolière du Nigeria est d'environ 1,24 million de barils par jour d'après les données publiées par NUPRC au terme du mois d'avril 2023. Suivant la même échéance, le chef de l'État nigérian souhaite porter la production gazière à 12 milliards de pieds cubes, soit plus du triple de son niveau actuel de 3,5 milliards de pieds cubes par jour. Pour atteindre cet objectif, la nouvelle administration envisage de lever 17,4 milliards de dollars de fonds. Ceci en cédant une partie du portefeuille d'actifs détenus par la Société publique du pétrole, NNPC. Ces choix stratégiques vont avec le déploiement d'un nouveau modèle opérationnel permettant de limiter la mobilisation des fonds supplémentaires. Ceci en autorisant la NNPC et la NUPRC à finaliser les procédures de désinvestissement engagées par le multinational tout en œuvrant à l'amélioration des contextes réglementaires nécessaires au lancement des nouveaux projets. Suite aux nombreux ravages dont est victime le monde et particulièrement ceux causés par la pandémie de la Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé le lancement d'un système de certification numérique mondiale. Ce système devrait permettre de mieux prévenir les futures menaces pour la santé publique. Selon l'institution onusienne, le premier élément de ce pass sanitaire mondial sera opérationnel courant juin 2023 et devrait être progressivement développé dans les mois à venir. Edouard Funda. Alors que la région d'Afrique subsaharienne représente à elle seule 95% des cas de paludisme, donc 96% des décès des enfants de 0 à 5 ans seraient directement liés, d'après des rapports médicaux, l'Organisation mondiale de la santé veut lancer un système de passe sanitaire mondial basé sur le modèle européen. Ce système de certification sanitaire numérique mondiale aura pour fonction de faciliter la mobilité et de protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires. Il sera le premier élément du futur réseau mondial de certification sanitaire numérique de l'OMS qui prendra un large éventail de produits numériques comme des carnets de vaccination internationale numériques. Le système de santé des pays africains apparaît comme l'un des plus fragiles au monde. Le continent porte à lui seul 25% de la charge mondiale des maladies. Paludisme, poliomyélite, méningite. L'Afrique est régulièrement frappée par des diverses épidémies. En 2022, 80 000 cas de choléra ont été enregistrés dans 15 pays du continent. En 2014 et 2016, l'épidémie Ebola a fait 11 325 victimes. Ainsi, avec ces passes sanitaires, l'Organisation mondiale de la santé espère suivre les différents cas de ces infections en Afrique et mieux préparer une riposte. D'après l'Organisation mondiale de la santé, une fois entièrement conçu, ce pass va constituer le premier niveau du réseau mondial de certification sanitaire numérique. Pour l'OMS, les applications projetées pour ces passes numériques seront multiples et seront notamment pratiques en cas d'urgence sanitaire transfrontalière ou d'émergence d'épidémies nouvelles. Ces passes, selon l'OMS, permettent également de vérifier l'authenticité des certificats médicaux en vue de mieux suivre les patients du monde. Place à présent à la revue de presse. Et pour commenter les différents tabloïds de Kinshasa, nous recevons ici Enoch Issei. Bonsoir Enoch. Bonsoir Patrick Ilunga. Voilà, les journaux parus ce lundi à Kinshasa reviennent encore sur l'inauguration par le président de la République de cette usine de montage des bus de marque Mercedes-Benz. Exactement Patrick Ilunga, ouvrons la brèche avec le journal La Référence Plus qui titre dans sa manchette RDC 32 ans après le pillage de General Motors à Kinshasa, une usine de montage de bus Mercedes inaugurée. Pour le quotidien, 32 ans après le départ de l'américain General Motors,
la marque automobile allemande Mercedes-Benz s'implante en République démocratique du Congo avec une usine de montage de véhicules portant bien sûr son prestigieux logo étoilé, a indiqué une dépêche de la présidence de la République en marge de la cérémonie d'inauguration bien sûr au siège de l'entreprise suprême automobile choisie par l'État congolais pour l'assemblage. Il a ajouté bien sûr une usine couverte à toutes les commandes locales. Pour sa part, le ministre de Transport, Voies des Communications et Désenclavement, Marc Ekila Likombo, a fait savoir que Suprême Automobile est ouverte à toutes les commandes locales, nationales, étrangères, mais que la Société des transports publics en commun Transco en tirera de grands avantages. La Société Suprême Automobile n'a pas vocation à ne monter le bus que pour l'établissement public Transco, mais ces derniers est aussi là, bien sûr, déjà un des principaux bénéficiaires, note l'auteur de cet article. Toujours dans cette même lignée, le tabloïd de la République qui revient pour dire de cette chaîne de production s'ajoute le rapport qualité-prix avec le machine à la pointe de la technologie et de la commercialisation de pièces de rechange. Plus de 500 travailleurs congolais seront employés par la firme propriétaire de l'homme d'affaires indien Harish Jacques Tani. La République démocratique du Congo compte donc requérir l'expertise de grandes multinationales européennes, japonaises et chinoises dans ces domaines. Dans cette optique, une autre usine de montage de véhicules de la firme chinoise Chery Tigo est en cours d'installation dans la zone économique spéciale de Maluku qu'on appelle ZES, poursuit le journal. Voilà, grand progrès donc pour la RDC, mais il y a eu aussi une autre grosse polémique, en tout cas une grosse polémique autour du salaire des professeurs d'université. Et Matata Ponyo, ancien Premier ministre, s'est exprimé, mais pas seulement lui. Justement, pas seulement lui, il n'en demeure pas moins sûr que ce sujet a vraiment bougé la toile. Ce matin, on parle de déclaration des Matata Ponyo. Alors on va commencer par ce sujet de Congo Nouveau qui note, bien sûr, qui écrit dans sa machette augmentation des salaires des professeurs. Mozito Matata s'interroge le journal. Les déclarations de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur le prétendu augmentation des salaires des enseignants ont suscité la colère des professeurs. David Lubo, président de l'association des professeurs de l'UNIKIN de Kinshasa, bien sûr de l'université de Kinshasa qu'on appelle APUKIN, qualifie d'un gros mensonge les affirmations de l'homme à la cravate rouge concernant un salaire de 2500 $ qu'il aurait laissé aux professeurs des universités lors de son passage à la primature. De son côté, Forum des As répondit controverse autour de rémunération. Seul Mozito a élevé à 2000 $ américains le salaire des professeurs, soutient le professeur Lubo. Il faudrait dire également, Patrick Ilunga, que le professeur David Lubo est formel dans ses affirmations. Seul Adolphe Mozito peut s'étarguer d'avoir élevé à 2000 $ au taux d'échange, alors estimé à 800 francs le dollar, le salaire de professeur. Selon le président de l'APUCUN, aucun autre chef du gouvernement n'a ajouté un franc à leur rémunération. Pour celui, ce serait même faire une injure, si on doit le dire ainsi, à la vérité. Ce n'est même une injure au professeur, je dirais. La seule personne qui avait laissé 2000 $ à un professeur, c'est le Premier ministre Mozito. Il se souvient qu'avec la dépréciation du franc congolais qui a suivi, ils ont perdu le pouvoir d'achat. Voilà, la presse est revenue également sur cet autre bras de fer. En tout cas, on passe de la polémique à un bras de fer. Le bras de fer entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Mpoi, et le gouverneur de Kinshasa, Jean-Timi Ngobila. Vous l'avez si bien dit, Patrick Ilunga, ces bras de fer qui confrontent aujourd'hui le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Timi Ngobila, et à son ami Godin Mpoi, qui est le président, bien sûr, de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ils étaient amis, mais aujourd'hui, il y a encore des petits couacs entre les deux personnalités politiques. Alors ici, il faudrait revenir sur ce qu'a écrit le tabloïd Le Journal, qui écrit « Saisi par Afriland, la Banque centrale du Congo
provinciaux gèlent les comptes des Godempoï, le 3 dossiers qui affolent le speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Un revirement spéculaire à 180 degrés qui continue d'étonner les gens dans la mesure où le speaker de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'était érigé depuis le mandat de l'actuel gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bila, en un fervent défenseur de Jean Tiningo Bila, dont il vantait sans cesse la réalisation dans la capitale. À ces jours, les relations entre les deux personnes ne sont plus au beau fixe, entre bien sûr, comme je l'ai dit, les deux chefs de la grande institution de Kinshasa. Selon nos câbles, 3 principaux faits sont à l'origine du comportement déshonorant affiché par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dont l'affaire Crédit Véhicule contractée en 2019 par le député provincial auprès d'Afriland First Bank. Pour l'affaire Crédit Véhicule, il faut le dire, selon les clauses du remboursement, les émoluments des élus provinciaux devraient passer par Afriland First Bank en vue de permettre à la banque de retenir à la source 1450 $ américains par mois sur les émoluments de chaque député. Il s'est fait qu'aujourd'hui, le président Godempoï a manœuvré jusqu'à ramener la paye de ces émoluments au système de la paye manuelle appelé Maboko Bank. Avec ce système, le président Godempoï a continué à percevoir à la source 1450 $ chaque mois sur les émoluments des députés, mais il ne versait rien à Afriland First Bank comme était prévu, bien sûr, cette convention. En même temps, ils étaient allés négocier avec le gouverneur de la ville de Kinshasa pour que l'exécutif provincial puisse payer cet argent auprès d'Afriland Bank First Congo, l'autorité urbaine ayant donné son accord. Le président Godempoï a décidé d'utiliser pour son compte tout l'argent soutiré des émoluments de députés provinciaux, pourtant estimés au remboursement de la dette à Afriland First Bank, a fustigé un élu provincial, note l'auteur de cet article, Patrick Ilonga. Voilà, merci Enoch. En tout cas, on comprend que c'est par cette note que vous terminez votre revue de presse. Et puis nous aussi, c'est la fin de ce journal. Mais avant de le boucler complètement, le rappel de différents titres. Bain de sang en Ituri, au moins 40 personnes ont été tuées. La Codeco est pointée du doigt. La MONUSCO condamne un acte ignoble. L'armée congolaise dénonce un acte de sabotage qui vise à compromettre le processus de paix de la province. À la une également, vous l'avez suivi, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, appelle les groupes armés à faire taire les armes. En tout cas, Jean-Pierre Bemba séjourne à Goma, dans la province du Nord Kivu. L'international, vous l'avez suivi, premier producteur des produits pétroliers sur le continent africain, le Nigeria s'est engagé dans un plan de renforcement de son secteur pétrolier. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision.